Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre journée L'Expérience Kantar avec comme sujet aujourd'hui une table ronde sur la TV segmentée. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui donc au beau milieu du mois d'octobre dans une période toujours très particulière et via un format qui devient depuis plusieurs mois de plus en plus utilisé. À titre de rappel, la journée L'Expérience en 2019, nous avions déjà reçu un panel sur le sujet de la TV segmentée. C'était pré-décret et du coup post-test. Et aujourd'hui, le décret est passé. Et je reçois aujourd'hui donc Philippe Bocher de TF1 Pub. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Antoine Gann, donc porte-parole du SNPTV, syndicat national de la publicité télévisuelle. Bonjour. Bonjour Antoine. Faisal Kartobi pour le compte de TDF NN6. Bonjour. Bonjour Faisal. Et Marc Vuillermoz qui représentera quant à lui l'opérateur téléphonique SFR. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Tout de suite, sans plus attendre, je propose à Antoine de nous faire un petit point sur le cadre juridique pour poser les jalons de ce décret. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chaînes, pour les régies, pour les annonceurs, pour les agences? Qu'est-ce que c'est que ce décret, Antoine? Alors le 5 août 2020, deux décrets ont été publiés. Le premier était sur les jours interdits de diffusion pour les œuvres cinématographiques à la télé, avec un assouplissement qui nous concerne moins, mais désormais vous pouvez avoir des films de cinéma sur les chaînes hertziennes à peu près tous les soirs. Le deuxième décret, c'est le décret qui a assoupli les règles applicables à la publicité télé, qui avait pas bougé de façon significative depuis près de 15 ans et qui là a bougé sur deux points assez essentiels. Un secteur interdit qui était la publicité pour le cinéma qui a été ouvert pour une expérimentation de 18 mois. Donc désormais, il peut y avoir, et ça a commencé dès le 6 août, dès le lendemain, de la publicité pour des œuvres cinématographiques, pour des films sortis en salle à la télévision. Un secteur qui en a besoin aujourd'hui de faire parler de lui en plus. Un secteur qu'on a besoin et qui a été effectivement extrêmement heureux de cette ouverture, avec des campagnes en plus, tous au cinéma, campagne générale pour rassurer les gens sur la façon dont ça se passait dans les salles de cinéma. Donc ça a été assez utile et c'est bien tombé cette ouverture. Et la deuxième partie plus spécifique qui nous concerne, c'est la possibilité pour une chaîne de télévision hertzienne de diffuser une publicité qui ne soit pas la même sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est ce qu'on appelle la publicité segmentée. Il est désormais possible qu'une publicité soit différenciée en fonction soit d'une zone géographique, soit de data, soit d'un comportement d'un consommateur. D'accord, mais rassurez-nous, sur la télé, il n'y a pas de tracking comme sur le web. Non, on parle de segments, de population. Le premier marché, c'est déjà la partie géolocalisation. Et après, quand on parle de consommateurs ou de consommation, on parle de grands segments. C'est les consommateurs, gros consommateurs télé, petits consommateurs télé. C'est les consommateurs amateurs de voitures. Ce sont des choses comme ça. On n'est pas du tout dans le tracking. On n'est pas du tout à regarder suivre ce que regardent les gens à la télévision pour leur adresser une publicité qui soit liée à leur consommation télé et à leur programme. On est vraiment sur l'étude de segments. La télévision, ça reste un média qui a de la puissance et c'est ça qui reste aujourd'hui au cœur de la réflexion. D'accord. Merci Antoine pour ce point très éclairant, cette pierre fondamentale pour vous permettre de construire. Je me retourne maintenant vers Philippe. Philippe, qu'est-ce que ça veut dire la TV segmentée pour une maison comme TF1 ? Alors, c'est une formidable opportunité pour nous et pour nos clients. Alors, c'est nouveau pour la France, mais il faut avoir en tête que ça existe déjà aux États-Unis, ça existe au UK, ça existe en Belgique. Au UK, ça a été notamment beaucoup porté par Sky depuis plus de 7 ans maintenant. Pour donner quelques idées de chiffres, ça pèse entre 5 et 10% du chiffre d'affaires publicitaire d'un acteur comme Sky. C'est pas rien. Donc, alors, au bout de quelques années, mais ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt et un vrai potentiel de développement. Pour TF1 Pub et pour nos clients, c'est la possibilité de faire des campagnes qui seront géolocalisées. Donc, si je suis un annonceur qui n'est distribué que sur la Bretagne, eh bien, je peux faire une campagne télé que sur la Bretagne, donc avec un ticket d'entrée qui sera plus restreint. Si je suis le BHV à Paris ou le Bon Marché, je ne peux faire ma publicité que sur Paris. Ce qui n'était pas forcément rentable ni intéressant. Ce qui n'avait pas de sens quand je n'étais pas un acteur national. Si je suis un franchisé, un concessionnaire automobile, je vais pouvoir faire une publicité autour de ma zone de chalandise. Si je suis une marque de luxe, une marque de niche, pouvoir cibler uniquement certaines populations. Et puis on peut même faire le lien entre les deux autorisations du décret. Si je suis un distributeur cinéma et que j'ai un film plutôt à essai qui ne sera pas disponible dans tous les cinémas, je peux même
adapter mon plan publicitaire télé en fonction du nombre de copies et des villes dans lesquelles mon film sera diffusé. Ça, c'est le combo. C'est la combo. En termes d'ouverture, j'allais dire, pour ces petits clients, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour des... Parce que là, vous me parlez de groupes au sein desquels certaines marques du portefeuille n'étaient pas en télé pour des raisons de géographie, etc. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'un client qui est fortement actif sur le web, par exemple, une marque digitale par essence, est-ce que ça veut dire qu'elle a aujourd'hui la possibilité, pour des questions de budget, de barrière à l'entrée, de venir en télé s'adresser aux téléspectateurs? Oui, c'est notamment un des enseignements de ce qu'on a vu dans les pays où la télé segmentée est déjà présente. Ce que nous disent notamment nos homologues de Sky au Royaume-Uni, c'est 60% des clients des annonceurs qui font de la télé segmentée n'avaient jamais fait de télé avant. Et ça, c'est pas rien. 60% des clients qui font Sky at Smart, c'est le nom de leur offre de télé segmentée, étaient des clients qu'ils n'avaient pas dans leur... Jamais songé à faire de la publicité. Exactement. Donc, c'est une opportunité pour les PME, pour les acteurs régionaux, pour les acteurs culturels régionaux, pour, comme je disais, une diversité d'entreprises locales, régionales, qui vont pouvoir accéder aux médias télé avec sa puissance, sa qualité, les contenus, tout ce qui fait l'efficacité du média télé, mais avec des tickets d'entrée beaucoup plus restreints, qui sont plus adaptés à leur budget et qui correspondent aussi à une absence de déperdition par rapport à leur zone géographique, par exemple. Ce qui en fait même un réservoir de croissance pour vous, TF1, mais les autres chaînes télé, dans une année 2020 qui est touchée par une crise sanitaire sans précédent. Je me tourne maintenant vers Faisal. Faisal, dites-nous un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est une télé? Comment vous fonctionnez chez TDF, NN6 pour envoyer ces flux de contenu et également de publicité dans tous les foyers de chacun des Français? D'abord, j'aimerais juste rappeler un petit peu les modes de diffusion en France, qui est assez particulier par rapport à nos pays voisins. Donc la France est un pays de box, mais aussi de TNT. Donc clairement, on a deux moyens principaux pour regarder la télé en France, des box et ce qu'on appelle la diffusion terrestre ou hertzienne, qui combine à la fois la TNT et le râteau. Le râteau, tout à fait, ou l'antenne satellite sur certains endroits. Mais principalement, effectivement, la râteau ou la box. Et la TNT, elle désigne à la fois les 27 chaînes principales de la TNT, qui concentrent grosso modo 90% de l'audience en France. Et ça désigne aussi la plateforme TNT, la plateforme technique de diffusion de la TNT. Et donc TDF est un acteur majeur effectivement de cette diffusion, c'est un opérateur technique de diffusion qui, à travers ses points hauts, je vais en citer trois emblématiques qui sont la Tour Eiffel, le Pic du Midi ou Lyon-Fourvière, qui permet effectivement de diffuser la TNT sur des zones. On considère qu'il y a environ un foyer sur deux qui consomme la télé via la diffusion terrestre, et 22% exclusivement avec ce mode de réception. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Internet. Bon, voilà, ils ont, ou parfois certains ne l'ont pas, effectivement, mais exclusivement sur cette antenne râteau. Et donc, effectivement, on a, avec NN6 Technologies et TDF, évidemment, il fallait emboîter le pas et suivre cette évolution majeure de la publicité télé, donc la publicité segmentée, et justement de pouvoir doter la plateforme TNT de cette évolution majeure. Donc nous avons investi justement pour doter la TNT de ça, de la plateforme de ça, tout en conservant les atouts, un atout majeur de la télé, qui est sa puissance instantanée. Pendant le confinement, il y a eu un pic d'audience à plus de 37 millions, ce qui est important. Donc on développe deux types de solutions. La première qui est ce qu'on appelle un décrochage publicitaire local, qui rejoint un peu ce que disait Philippe tout à l'heure. Si on fait uniquement la Bretagne, eh bien, on va équiper la zone de diffusion Bretagne. La Bretagne, c'est 3 antennes? C'est trois plaques, par exemple. On va parler de 3 plaques. La France est composée d'une 70 plaques environ. Donc on pourrait naturellement segmenter déjà 70 sur 70 plaques, tout à fait, France. qui va de, grosso modo, 100 000 à plusieurs millions pour la plaque parisienne de foyers concernés. Donc ça permettrait en flux descendant, effectivement, d'alimenter sans téléconnecter, sans connexion Internet, et évidemment, effectivement, sans consentement, puisqu'on est sur un flux broadcast. Donc jusqu'aux zones blanches? Jusqu'aux zones blanches, oui. Effectivement, jusqu'aux zones blanches, y compris les zones blanches, clairement. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est effectivement s'appuyant sur la connectivité massive des télés. Donc les télés se connectent
massivement pour des raisons diverses. Les principales, effectivement, c'est d'avoir accès à des Netflix, des Amazon Prime, des YouTube. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont ces gens-là qui tirent bénéfice de cette connectivité massive. Les annonceurs, comme les chaînes, peuvent également tirer bénéfice de cette connexion massive des téléviseurs. Et donc, on propose aussi des solutions qui vont permettre de faire des substitutions, de la publicité segmentée au foyer, au poste de télé, et puis d'accompagner avec de la data qui permettra de la segmentation associée. Tout ça en respectant le contrat de lecture historique qu'on a avec la télévision. Hein. Tout à fait. TDF comme N6 sont des sociétés broadcast, donc R&D basées à Rennes, qui est un peu la vidéo Valais française. Donc c'est un pôle d'expertise de la vidéo et de l'audio mondialement reconnu. La plupart des grands équipementiers qui font de l'audio ou de la vidéo sont installés à Rennes. Et donc on considère que la publicité segmentée, c'est avant tout un sujet de télé, sur lequel on vient reprendre le meilleur, quelque part, en tout cas des éléments clés du digital, mais c'est surtout, et donc la qualité d'expérience pour les téléspectateurs est clé. Donc ça sera sans couture. En tant que téléspectateur, je n'aurai aucune coupure au moment de la segmentation, de l'adressage de cette publicité. Tout à fait. D'accord. Marc, qu'est-ce que ça veut dire pour une maison comme SFR, ce décret? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de business? Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de technique? Alors déjà, nous, effectivement, SFR en tant qu'opérateur, on se doit d'accompagner effectivement une évolution majeure quelque part sur cet écran qui est la télé, qui est quand même un des médias les plus puissants. Et l'enjeu côté SFR, et qu'il faut qu'on partage avec les agences, avec les régies et les chaînes, et je pense qu'on le partage avec les chaînes, c'est vraiment le niveau de qualité qu'on doit obtenir. Schématiquement, la télé segmentée, c'est bien sur un écran publicitaire, une succession de spots. On va, nous opérateurs, sur instruction des chaînes et des régies, on va découper à un moment donné un spot et on va le substituer très proche au niveau de la box et au niveau de chacun des foyers par un autre spot sur la base d'une décision qui nous aura été transmise par la chaîne. Et donc ça suppose, pour reprendre le terme de Fessal, c'est qu'il faut que ça soit fait à la fois sans couture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dégrade l'expérience des clients opérateurs, des spectateurs des chaînes, et même aussi des annonceurs et des agences. Il faut qu'en gros, ça soit totalement transparent au sens où il ne faut pas qu'il y ait de perception de rupture de flux au niveau de chacune des boxes. Donc ça, c'est un engagement qu'il faut qu'on tienne. Il faut que ça soit vraiment transparent, sans couture. Il faut qu'on maintienne tous dans l'écosystème cette expérience client. Et c'est un vrai enjeu technique, puisque du coup, ça veut dire qu'on va le faire par rapport à la diffusion d'un spot au niveau national sur plusieurs millions de foyers. Il faut qu'on soit capable de détourer des segments. Donc ça veut dire qu'au final, au niveau du foyer, qu'on soit capable de remplacer un spot par un autre en fonction de son appartenance à un segment. Et donc ça, c'est un enjeu très fort qu'il faut qu'on partage. Il faut que les copies qui soient rendues par les agences et sur instruction des annonceurs, délivrées ensuite par les régies jusqu'aux infrastructures des opérateurs, tout ça, effectivement, ça soit fluide, pour que du coup, ça soit fait vraiment en temps réel. D'accord. Et en termes de segments, vous, en tant qu'opérateur, vous avez accès à énormément de données au niveau des clients, qui sont vos utilisateurs finaux. Quel type de scénario est-ce qu'on pourrait envisager conjointement avec une chaîne ou un groupe de chaînes? Qu'est-ce que vous pourriez proposer de différenciant et de nouveau grâce à ce décret à des annonceurs? Alors, au-delà du côté géographique qui est déjà aujourd'hui possible sur de la TNT. Alors, on n'a pas encore accès à toute la créativité de l'univers publicitaire, et je pense que du coup, on en est juste au début, et je pense qu'on va apprendre au fur et à mesure de la montée en puissance de la télé adressée. Ce qu'on commence à voir, alors déjà, c'est important, de préciser qu'on a un engagement vis-à-vis des téléspectateurs de garantir qu'on applique bien le niveau de consentement. Donc les foyers vont être amenés, en tout cas sur la partie IPTV, c'est déjà le cas chez la plupart des opérateurs, à donner leur consentement sur est-ce qu'ils sont prêts, effectivement, à ce que leurs données soient utilisées à des fins publicitaires. À des fins publicitaires, pour des statistiques et pour la constitution de segments. Donc on n'est pas sur
je serai ciblé, moi, Marc Jossermoz, sur ma box parce que j'ai fait tel ou tel. C'est pas comme sur Internet, quand je vais consulter un site où ils vendent des chaussures, que je lis un article ensuite dans un grand média et que je retrouve cette paire de chaussures dedans. Non, ça va pas être du. On a le droit du retargeting. On n'a pas. C'est pas la façon dont ça a été orchestré et du coup, on doit garantir quelque part le respect la non-intrusivité. La non-intrusivité de la publicité. Et après, ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure sur quels sont les use cases qu'on commence à voir émerger. On commence à avoir des constructeurs automobiles qui sont intéressés par la constitution de segments en fonction de l'ancienneté de leurs achats. Donc, il faut imaginer qu'on va pouvoir à un moment donné quand même croiser les données avec le fichier 3A, qui est le fichier de l'ensemble des immatriculations, pour se dire, sur Paris, je vais pouvoir cibler, ou on va dire sur la petite couronne et grande couronne, je vais pouvoir cibler le segment des détenteurs de véhicules diesel qui, à partir de 2002, normalement, sont plus censés rentrer dans Paris. Donc, par exemple, ça peut être ce type de schéma. Ou à un autre, donc ça, c'est le cas que Philippe évoquait sur la partie constructeur automobile. Après, il faut imaginer que dans l'univers de la grande consommation, des petites marques qui ont du mal à émerger en télé, qui sont présentes une fois par an, peuvent se dire à un moment donné, voilà, je suis une marque de yaourt, j'aimerais être présent en fil rouge sur telle typologie de foyer. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Je suis peu présent en télé ou je suis présent une fois par an. Je peux être présent en fil rouge sur une cible un peu plus précise. Donc ça, c'est un autre exemple. Un autre cas d'usage. Ouais. Voilà, un autre cas d'usage. Je pense que du coup, Philippe était plus à même de voir les nouveaux annonceurs qui sont exclusivement aujourd'hui présents dans l'univers du digital et qui vont pouvoir enfin accéder à la télé. Je pense que c'est un élément important. Et du coup, on aura beaucoup de choses, je pense, à apprendre de ces nouveaux arrivants sur l'univers de la télé. Donc je pense que les use cases vont se multiplier et je pense qu'on va apprendre à s'enrichir des expériences mutuelles qu'on va voir. Un élément important. Agile, quoi. Voilà, de façon agile. Voilà, je pense qu'il y a un élément quand même important, c'est de se dire c'est que c'est important d'avoir une démarche assez massive pour tester ce nouvel environnement. Parce que il y a un enjeu de masse critique. C'est-à-dire que la télé, c'est un média de masse. On va pouvoir enfin cibler sur des segments et sur des cibles. Mais il faut garder cette puissance. Une masse critique, je confirme complètement. C'est-à-dire que la télévision, notamment quand on commence à la mettre dans les KPI du digital, et en l'occurrence, la télé segmentée, elle sera commercialisée essentiellement selon des KPI issus de l'univers digital, en impression et CPM. Quand je commence puisqu'on est justement dans ces projections d'inventaire chez TF1 Pub, je commence à me dire, voilà, si je décroche X% des foyers, quel niveau d'inventaire je vais avoir en potentiel vendable, en stock. La force de la télévision fait que c'est tout de suite des centaines de millions d'impressions. Et même durant les premières phases de test de l'année prochaine, on est tout de suite avec des centaines de millions d'impressions. Donc les volumes, la puissance d'audience de la télévision fait que converti en volume d'impression disponible, c'est tout de suite très conséquent. Et vu ce lien, ce rapprochement avec justement les KPI du digital, moi je ne voulais pas faire affronter le digital avec la télé, au contraire justement les faire coexister. Ça veut dire qu'on va ça va être possible pour un acheteur, donc un trader média même programmatique potentiellement, d'acheter de l'inventaire chez TF1 sur du flux linéaire segmenté. Oui, segmenté en volume d'impression. Massif. Je pourrais avoir, 4 millions d'impressions sur Rhône-Alpes, diffusées en télévision linéaire. Et du coup, il va se voir, et du coup, ses clients vont le voir aussi, et avec tous les effets positifs pour son business. Donc oui, ça sera toujours de la télévision linéaire avec ce qu'elle apporte. Vous avez une audience massive, une qualité d'exposition, et je rejoins complètement Marc, il faut que ce soit totalement transparent pour l'utilisateur. Personne n'a envie, et certainement pas nous, d'avoir une télévision qui commence à mouliner entre deux spots, là, qui commence
chercher le spot d'après. Avec un erreur 404. Voilà, par exemple. Un écran bleu. Et voilà. Donc c'est pour ça que, techniquement, c'est en effet c'est un projet d'assez haute technicité pour pouvoir réussir ces enchaînements de spots en restant totalement fluide. C'est évidemment, alors pareil, c'est la capacité de ciblage du digital avec les vertus de la télé, le fait que c'est diffusé en plein écran. Et généralement, plutôt un écran, on va même dire, de plus en plus conséquent, avec le son, avec toute la capacité d'attractivité de la télé. Je pense même à des choses au-delà qui sont des points problématiques parfois en digital, qui sont la brand safety. La télé, donc que ce soit TF1 ou vos confrères, vous êtes vraiment un écrin pour qu'une marque puisse venir s'exprimer dans un foyer sur le plus grand et le plus bel écran du domicile. C'est une diffusion vidéo sans... Il n'y a pas de fraude. Sans aucun, voilà, j'allais dire sans normalement aucun des soucis récurrents du digital. Par ailleurs, constaté parfois dans le digital, ma publicité diffusée avant une vidéo qui fait tâche ou qui est vraiment problématique. Pas de souci aussi de ma diffusion vidéo qui serait diffusée je sais pas, en bas de page avec 3 formats qui se superposent. Bon, là, vous êtes sur l'écran de télé. On reste dans la norme de la télévision, c'est-à-dire qu'une publicité doit être diffusée sur l'intégralité de l'écran et vue pendant sa totalité pour être payée. Le digital, c'est la publicité doit être diffusée 2 secondes. À 50%. À 50%, et ça suffit pour que l'annonceur soit facturé. Ouais. Il y a une différence là, majeure, et la télévision reste dans le fait que l'annonceur, effectivement, est certain que sa publicité soit diffusée auprès des bonnes personnes. Et la façon dont la montée techniquement en France, en lien avec, effectivement, entre régie, chaîne de télé et opérateurs techniques, permet d'assurer aussi qu'il n'y ait pas de fraude, ce qui est extrêmement important, parce qu'aux États-Unis, où les choses ont été faites de façon peut-être plus simple, mais il y a 20% aujourd'hui, ils ont fait une étude, ils ont repéré dans la télévision segmentée, dans la publicité segmentée, 20% de fraude. À peu près la même chose que sur le digital. Ils ont sur un marché qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Exactement. Donc nous, effectivement, tout est bien gardé sous contrôle par les régies en accord avec les FAI, mais ce qui fait qu'à aucun moment, un intermédiaire peut arriver avec un ordinateur pour faire des fausses vues des publicités. Ça, c'est extrêmement important aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner et qui est une des majeurs, enfin des points majeurs pour la comparaison avec le digital. C'est cet écran, cette safety, cette brand safety, la visibilité, la viewability, c'est le meilleur du digital à la télé finalement. Oui. C'est avec la force de frappe qu'a la télé. Ça m'amène à un autre sujet qui est celui donc de l'environnement. Je pensais à l'environnement au niveau de la réglementation, c'est-à-dire que le CSA est là aussi pour contrôler ce qui se passe entre les publicités, c'est-à-dire le contenu, en termes de représentativité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette continuité de contrat de lecture où je ne peux pas me retrouver sur un site, disons... on est d'accord, tout l'environnement... Sur lequel j'ai pas envie de me retrouver. Exactement, voilà. L'environnement est qualifié. La publicité reste aussi soumise à l'avis obligatoire de la RPP. Donc de la même façon, on aura une publicité qui ne pose quasiment jamais de problème. À la télévision, on a un exemple tous les 2 ans d'une publicité qui peut, pour une raison ou une autre, poser problème et être soumise à une sanction du CSA, ou en tout cas une remarque du CSA. Sur le digital, il y en a énormément. Nous, non, on a toute une procédure qui assure que le contenu même de la publicité, outre son environnement, le contenu même si on descend dans des zones d'achalandage plus petites, restera quelque chose qui sera contrôlé par la RPP et donc qui sera, en termes de protection des enfants, de tout ce qui concerne les jeux d'argent, etc., sera totalement, effectivement, sécurisé. Ce qui est important aussi pour les annonceurs, c'est qu'on reste dans un cadre qui est totalement balisé et sécurisé. D'accord. Ça, c'est en termes de contrat de lecture même. C'est-à-dire, ouais, le spot en tant que tel, entre 2 foyers ou enfin 2 segments, en termes d'identification, est-ce que le téléspectateur pourra savoir s'il est... Le téléspectateur pourra le savoir à l'origine, puisqu'on lui demandera, dès lors qu'on passe par un FAI, s'il souhaite ou pas recevoir de la publicité segmentée. La CNIL publie une recommandation, alors plus pour le digital, mais qui va s'appliquer de toute façon en partie à la publicité segmentée à la télé. En gros, il y aura des boutons, oui j'accepte, non je refuse, oui je veux en savoir plus, et il cliquera, et on ne peut pas lui relancer 10 fois la demande, c'est pas comme sur Internet, encore une fois. S'il accepte, c'est pour combien de temps ?
Ça, ce sera à voir, c'est en discussion entre les FAI, la CNIL et nous-mêmes, et la CNIL précise bien que ça ne peut pas être éternel. Il doit y avoir une demande qui est refaite soit tous les 24 mois, soit... Ça, c'est en discussion actuellement, mais voilà, en tout cas, il y aurait... Et pareil, s'il refuse, il faudra attendre un certain délai pour pouvoir lui redemander. Voilà, lui reposer la question. C'est très clair. Donc, de ce côté-là, la personne sera protégée, elle donnera son consentement et elle saura qu'elle pourra être exposée à de la publicité segmentée. Quand on parle de local ou d'hertzien, c'est différent, parce que déjà aujourd'hui, avec France 3, elle peut avoir une publicité différenciée. Et effectivement, il n'y a pas de consentement à donner, c'est automatique. Après, l'identification, elle est importante déjà d'un point de vue technique pour que le CSA puisse contrôler. Il faut qu'une identification technique sur ce qu'on appelle le pub ID, par exemple, qui permette au CSA... Qui est le coup de tampon qui dit que l'ARPP a visionné la publicité pendant toutes ces versions différentes. Et là, effectivement, on saura que cette version-là est une version qui a été segmentée, qui n'a pas été diffusée sur toute la France, et ça permet comme ça d'avoir une comptabilisation et que le CSA puisse retrouver extrêmement facilement les publicités qui ont été segmentées. Voilà. L'identification, elle est déjà technique et pour le contrôle du CSA, c'est la principale Juste demande. une petite... sur l'hertzien aussi, sur la partie téléconnectée, il sera demandé également un opt-in. Oui. Dès lors qu'il y a une voie de retour qui permet effectivement de collecter de la donnée personnelle, il y aura également un opt-in qui est demandé en consentement. D'accord, ça ne sera pas à chaque fois que j'allume ma télé, comme je peux l'avoir à chaque fois, sur les sites internet, en bas de page, j'ai ce grand bandeau qui me demande si je veux accéder aux cookies. Encore une fois, garder l'écran de la télé, garder la qualité de la télé. Effectivement, nous, en tant qu'opérateurs techniques, on se doit de créer un écosystème. Il y a un écosystème qui se crée, français, ça c'est intéressant, avec les acteurs de la tech, avec l'ensemble des acteurs. Et quelque part, notre mission, ça va être aussi de masquer cette complexité, parce que c'est, comme le disait Philippe, c'est très compliqué d'avoir une substitution sans couture, de manipuler tout ça de manière invisible pour le téléspectateur. Donc l'idée, c'est effectivement de masquer cette complexité et d'offrir quelque part aux annonceurs la possibilité de jouer avec des cas d'usage qui vont se développer, j'imagine, dans le futur à grande vitesse, sans trop se poser la question de savoir sur quel canal de diffusion on est, quoi. Quelle que soit la marque de box ou quel que soit le canal de diffusion, TNT ou satellite, ils opéreront sur TF1, sur tel écran, quel que soit le canal. Cette notion d'écosystème, elle est importante, c'est qu'on essaie, alors on est en train de construire on va dire toute une nouvelle offre. Cette nouvelle offre de télé segmentée, on essaye en effet, dans le cadre de cet écosystème français, de le construire ensemble, de le normer, de le standardiser ensemble, à la fois en effet pour que cette complexité technique, elle ne soit pas pénalisante pour les clients, que ce soit transparent pour les téléspectateurs, et puis que pour les annonceurs, on essaye de normer, standardiser, créer des spécifications communes. Donc on travaille, SNPTV, AFMM côté opérateur, toutes les chaînes, pour que ce qui soit possible chez TF1 sur une box Orange, ce soit comparable à des choses qui sont disponibles aussi sur une autre régie avec un autre opérateur, que tout ça, on essaie de créer un cadre commun qui va permettre, je pense, l'adoption de la télévision segmentée par nos clients. Si on prend un cas actuel sanitaire, par exemple, il serait extrêmement important, effectivement, que tout ça soit suffisamment fluide pour si demain le gouvernement veut faire des spots de télévision segmentée pour cibler telle ou telle zone où il y aurait recrudescence, confinement spécifique, etc. Effectivement, il faut que tout de suite, l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des chaînes, tout le monde a à peu près exactement, même technologiquement, la même chose à mettre en place pour qu'en appuyant grosso modo sur un bouton, on puisse envoyer une campagne qui cible les personnes. Pour les informer. Exactement. Avec des spécifications techniques, des segments data à peu près homogènes. Il n'y a pas 36 spots différents en fonction de chaque opérateur, de chaque chaîne et de chaque mix. Tout ça doit être effectivement unifié le plus possible pour que ce soit simple. Oui, dans un souci d'égalité. Oui. Et de simplicité, tant pour l'annonceur que pour l'ensemble des intermédiaires. C'est compliqué de simplifier. Mais c'est ça sur lequel on travaille depuis 1 an et demi. D'accord. C'est surtout, je pensais aussi au niveau du décret, cette possibilité qui nous est offerte en France, donc de partir un petit peu au combat contre les GAFA, d'une certaine manière, du digital. Alors ça, c'est un premier pas.
Il y a encore des asymétries tellement énormes entre les acteurs de la télévision et les GAFA que voilà, on fait une première marche, mais il en reste un certain nombre pour qu'on soit à un niveau d'équilibre. Les armes soient Ah oui, là, c'est quand égales. Aujourd'hui, le combat soit équitable, et encore, il ne sera pas forcément. Il y a encore du travail. Mais voilà. C'est un premier pas, et comme après le décret, de toute façon, doit être revu, parce que la partie cinéma, c'est une expérimentation sur 18 mois, donc il y a une clause de rendez-vous, donc on va rediscuter d'ici un peu plus d'un an. Ce sera l'occasion, effectivement, d'essayer de franchir une marche supplémentaire pour rééquilibrer encore un peu plus avec les GAFA. D'accord. Il y a aussi Après, en termes d'enjeu marché, il y a bien cette dimension-là qui est sur le média de la télé, qui est un média puissant, de lui apporter les attributs du digital par la segmentation, par la possibilité de cibler avec un maximum de standards, voilà, tout en bénéficiant de la puissance de la télé. Donc c'est effectivement, il y a un enjeu de rééquilibrage, ou en tout cas de redonner, et y compris pas seulement dans la diffusion, mais aussi après dans les métriques, dans la capacité d'analyser, pour redonner tous les attributs à la fois en termes de segmentation, mais aussi en termes de mesures, avec l'accès à des données, massives. C'est quand même un enjeu. Voilà. C'est très juste. Ce que je veux dire après, c'est qu'il reste, en termes de secteur interdit de publicité, la télévision encore soumise à un certain nombre de secteurs qui ne touchent pas le digital. Enfin, voilà, il y a encore pas mal de choses comme ça. Mais effectivement, par contre, techniquement, on arrive à pouvoir proposer des offres qui sont compétitives grâce à ça, effectivement, c'est deux choses différentes, on est d'accord. Tout à fait. Je pensais aussi à un autre point parmi d'autres, mais celui qui, dans ce décret, donne l'opportunité à la télé d'adresser des messages, donc de segmenter en fonction des foyers, les contraintes finalement et les limites. Parce que là, donc, on parle de tout le champ des possibles, il y a aussi tout le champ des pas possibles. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est illégal, bien sûr pour protéger la presse locale. Alors oui et non, après c'est une vraie question de savoir jusqu'où on peut, jusqu'où on doit aller pour protéger les opérateurs locaux. Aujourd'hui, le digital a ravagé, je pense, le marché local pour la presse et la radio, c'est le digital qui s'en est accaparé la plus importante partie. Il y a une restriction qui a été mise dans le décret, qui est effectivement le fait de ne pas pouvoir mentionner, dès lors qu'on est sur une zone locale, de mentionner l'adresse explicite de l'annonceur. Sachant que la définition de l'adresse explicite... C'est quelque chose d'un peu compliqué, sur lequel on travaille avec la RPP et le CSA, mais il y a plein de cas sur lesquels on n'est pas capable de se prononcer aujourd'hui, mais pour faire simple, dire le magasin au pied de la Tour Eiffel, on peut considérer que c'est une adresse explicite, parce que la Tour Eiffel, tout le monde voit où elle est, donc on sait où est le pied de la Tour Eiffel, donc il y a bien une adresse dans ce cas-là. Pareil pour le Stade de France. Voilà, Par contre, quand on parle de Disneyland Paris, Disneyland Paris étant situé à Marne-la-Vallée, on n'est pas dans une adresse explicite, puisque les gens ne savent pas forcément, donc on pourrait faire de la publicité ciblée pour Disneyland. D'accord. On segmente sur la région Île-de-France. Effectivement. Mais voilà, entre les deux, le château de Versailles, on ne sait pas trop si on peut ou si on ne peut pas. Il est bien situé à Versailles, effectivement. Mais est-ce qu'il a le droit de s'exprimer Est-ce qu'il peut effectivement toucher un public plus restreint que la France entière? C'est une vraie question. Donc voilà, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, et ça fait partie des choses où, au bout d'un moment, on aura effectivement avancé, on aura des exemples concrets, et on pourra rediscuter dans 18 mois. Je pense que la presse et la radio ne verront pas forcément d'inconvénient à ce que le château de Volvicomte, le château de Versailles ou l'office de tourisme régional puissent effectivement s'exprimer de façon plus locale. Ce ne sera pas une concurrence pour eux. Par contre, la concurrence, c'est effectivement l'adresse de la pizzeria locale qui peut être présente dans le journal de la ville. Mais ça, la télévision n'a pas vocation non plus à arriver à ce niveau-là. Oui, puis la pizzeria de telle ou telle ville n'a pas forcément les moyens, même si le ticket d'entrée va baisser drastiquement, de payer les créatifs et la production. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a effectivement une restriction, mais qui en fait est mise pour quelque chose que la télévision n'a pas vocation à faire. Donc commençons déjà par regarder le nombre de cas d'usage, par voir ceux qui peuvent être problématiques par rapport à l'interprétation du texte. Et en gros, on a 18 mois qui sont la mise en place réelle de la publicité segmentée. Pour l'instant, on commence de façon un peu restreinte, on regarde si le réseau tient bien, on va monter en puissance petit à petit. Je pense que voilà, dans maintenant un peu plus d'un an, on sera capable de dire qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin, peut-être que la restriction soit limitée, soit supprimée, soit écrite différemment pour permettre à un certain nombre de cas qui ne posent de problème à personne d'être ouverts. C'est pareil sur la limitation horaire. Voilà, on commence par 2 minutes en moyenne par heure.
priori, ça permet au début, pendant l'année et demie qui vient, de faire une phase d'amorçage. Exactement. Et après, on verra comment ça se calcule exactement, comment ça se met en place. Après, celle qui restera, qui ne nous pose pas de soucis, effectivement, il n'y a pas de publicité ciblée, segmentée pour les enfants. On ne vise pas spécifiquement le dans marché les programmes, dans les programmes ou les enfants. chaînes. Et ça nous paraît assez logique, mais un enfant n'a pas la même appréhension de la publicité. Donc effectivement, il ne doit pas être segmenté de la même façon. Il y a des émissions enfants, ça permet déjà de savoir où les annonceurs qui veulent les toucher doivent être présents. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres critères qui viennent après subdiviser la catégorie enfant. Et ça nous paraît assez Surtout à naturel. l'approche des fêtes. Non, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles il n'y aura pas forcément de demande à court terme, parce que ça paraît assez logique. Et que c'est même sur les autres supports comme le digital qu'il doit y avoir plus de restrictions pour mieux protéger effectivement certains types de populations. Par contre, sur la mention de l'adresse, sans doute ça devra être assoupli. Sur le minutage, peut-être aussi qu'il faudra revoir les choses, ça paraît assez logique. Mais ça, tout le monde l'a bien en tête. Il va y avoir une étude d'impact, on verra à peu près les cas pratiques, et puis on en rediscutera. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est des choses qui sont assez logiques dans le processus. Le tout, c'est qu'il y ait des clauses de rendez-vous qui permettent d'être sûr que les choses soient revues. C'est ça qui est important. Très bien, très clair. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter avant de clore cette table ronde autour de la TV segmentée? Moi, j'aimerais rajouter un dernier point. Oui. Je trouve qu'on est un peu, pour ceux qui ont connu le départ de la publicité sur le mobile, on est un peu en 2011. C'est-à-dire on va découvrir un nouveau device et il y a un champ des possibles assez important à découvrir, à explorer. Je pense que la techno est prête. Je pense que il n'y a plus qu'à, finalement. Les usages vont venir. Les usages vont venir et il faudra... Et bien briefer les créas, tout à fait. les agences créa. Tout à fait. Une vraie réflexion, pour relier ça à d'autres sujets, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des sujets climatiques, environnement, mais typiquement l'utilité de la publicité segmentée, c'est qu'on voit la publicité pour les véhicules automobiles et les véhicules électriques, qui est un sujet assez central dans les réflexions de la Convention citoyenne pour le climat, mais ne peuvent pas acquérir une voiture électrique des gens qui n'ont pas de borne, par exemple, dans certaines zones. Il y a des zones urbaines où il y en a, il y a des zones qui ne sont pas équipées. D'un seul coup, ça devient plus intéressant de pouvoir effectivement essayer de toucher davantage des populations qui sont susceptibles de l'acheter. Ça fait baisser le prix de la publicité parce qu'on va toucher qu'une partie des gens à ce moment-là. Quand des bornes seront ouvertes, quand des villes vont pouvoir équiper, ça permettra d'aller informer les gens. Donc ça permet d'utiliser effectivement différemment la publicité en tant qu'information pour rejoindre d'autres problématiques. On parlait du sanitaire, on parle de l'environnement. Effectivement, on peut commercialiser des choses. On parlait du cinéma. Culturel. Mais il y a des choses culturelles, il y a des choses climatiques. Sur des hauts lieux du patrimoine Il y a français. une vraie réflexion sur un ensemble de champs de la publicité qui jusque-là ne pouvaient pas être traités par la télévision. C'est pour ça qu'il y a un terrain de jeu qui est vraiment très vaste. Donc, ça me fait penser à un cas d'usage qu'on a joué déjà sur la partie mobile, mais typiquement l'utilisation, quand on parle de données, une donnée aussi simple et accessible que la météo, être capable de faire de la publicité sur les jours à venir en fonction de la météo. Je ne pense pas seulement à la glace, vous avez évoqué le sujet des voitures électriques en fonction de l'équipement du parc, localement, et des capacités de pouvoir recharger. Et la météo sa voiture. pour le cinéma. Mais la météo pour le cinéma, on voit l'impact de la météo sur la télé. Sur la grande distribution sur également. la consommation de la télé. Donc demain, l'impact de la météo sur la consommation de glace, ça évitera pour ma région de faire de la publicité pour de la glace alors qu'en ce moment il fait déjà 14, alors que du coup à Toulouse il fera 21, il fait 21 aujourd'hui, quoi. Voilà. Il y a un vrai terrain de jeu à pousser. Je pense qu'on n'a pas encore imaginé la moitié des cas qui vont se retrouver. Parce qu'on va apprendre en marchant, je pense, chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est aussi très stimulant, cette réflexion agile. C'est aujourd'hui, je pense, s'il y a une to-do ou un conseil à donner côté agence annonceur, c'est aujourd'hui justement lancer les réflexions, en fait, dans mes strates, dans mes réflexions sur l'année prochaine, par rapport, si je suis un annonceur, à mon réseau de distribution, par rapport, en effet, à ces variables météo, à ces variables géographiques. Lancer les réflexions. Qu'est-ce qui va impacter lancer les réflexions sur, justement, de se dire, dans ce qu'on a évoqué là, mais quels sont les use cases pertinents pour moi, pour mon business, pour aider mes magasins, pour aider mon réseau de distribution, qui colle à mes problématiques, qui colle
au développement de mes produits. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon timing pour se poser ces questions-là, qui sont parfois déjà traitées d'ailleurs dans les équipes digitales, mais qui ont besoin d'être sensibilisées auprès des équipes télé. Et puis tout ça doit converger vers un monde total vidéo, où au bout du compte, la stratégie vidéo, elle va être multiscreen par définition, elle va être aussi bien télé linéaire broadcast, parce que j'ai besoin de puissance instantanée, j'ai besoin de toucher tout le monde. Du replay sur la télé. Du replay. De la télévision segmentée parce que j'ai mon réseau de distribution qui me dit qu'on est un peu en retard sur les ventes sur la région Aquitaine, donc autant essayer de voir comment on peut en parallèle d'une campagne nationale peut-être aller aider mettre l'accélérateur là-dessus. Mettre l'accélérateur là. Et puis toutes mes autres activations vidéo digitales. Là il y a des changements dans l'estrade, des changements d'organisation qui sont pas simples. De la favoriser la prise de décision. Exactement, de la formation aussi, des équipes qui doivent mieux communiquer entre elles, mieux se parler, pour imaginer ces plans total vidéo. Tout en gardant à l'esprit que le CPM en vidéo in-stream, donc dans le flux vidéo, en pré-roll, mid-roll, post-roll, ou bien hors du flux, n'auront pas évidemment le même prix que le CPM d'une publicité segmentée en flux linéaire live. Et on pousse au rapprochement de ces KPI. On souhaite que justement, c'est d'autres enjeux sur la mesure cross-média, mais on souhaite pouvoir parler de CPM 100% visible, 100% complété, 100% sur cible, qui paraît IGRP, qui soit une mesure homogène et comparable, quel que soit le levier d'activation vidéo, puisqu'il va y en avoir d'autant plus. Ouais. Je peux faire de la vidéo sur mobile, je peux faire de la vidéo sociale, je peux faire de la vidéo sur YouTube, je peux faire de la vidéo, je peux faire du broadcast et je peux faire de la télévision segmentée et je peux faire du replay. Ça fait beaucoup de modalités de vidéo. Reste à pouvoir les comparer avec une forme de monnaie unique et comparer ce qui est comparable. Alors ça, Kantar, on a la spécificité de savoir le faire très bien, en tout cas sur les médias traditionnels et le digital, mais c'est aussi un sujet qu'on a pris à bras-le-corps, évidemment, pour aider les annonceurs, les agences et régies à se comparer et à comparer des choses comparables et à aller savoir, pas au niveau de performance, mais au niveau de où est-ce qu'on voit les créas, quels sont ces créas, pour aussi analyser en termes d'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que fait cette créa à l'audience et après de valoriser évidemment les investissements publicitaires faits sur les différentes chaînes. En parlant de médias purs, parce qu'il y a aussi le coût, où on aura le coût du média, sur lequel il faudra ajouter le coût de la donnée. Et on pourra leur mesurer. L'intérêt, ce sera de jouer à la fois avec les créas, à la fois avec les segments qui ont été sélectionnés pour apprendre au fur et à mesure et se dire qu'est-ce qui marche mieux en télé, qu'est-ce qui marche mieux sur le digital, et puis que qu'on puisse avoir une vraie complémentarité sur les dispositifs. Super. Antoine, Philippe, Faisal, Marc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour faire le prestat. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon business à tout le monde. Alors. Et bonne journée d'expérience à vous qui nous suivez. Ne quittez pas cette vidéo sans choisir la prochaine. Et à très bientôt chez Kantar. Au revoir.